Festival Le Rose et le Noir, aujourd'hui 3e édition du salon et maintenant du festival cette année, puisque c'est le changement. Jacques Pradel, merci d'être avec nous. Vous êtes un homme de télé, de radio qu'on connaît très bien, mais aujourd'hui on vous reçoit plus en tant qu'homme de lettres. Oui, si on veut. Si on oui. veut. Bon, c'est effectivement pas le premier bouquin que j'en ai fait un petit peu plus d'une vingtaine au fil des années, bien sûr, parce que selon le bon adage, les paroles s'envolent et les écrits restent. Tout à Donc fait. voilà. Et comme on me pose en général beaucoup la question, presque systématiquement quand je parle avec des amis ou quand je parle avec des journalistes, on me dit toujours systématiquement, au bout d'un moment, mais toi qui as raconté tellement d'histoires, laquelle est la plus forte, laquelle t'a le plus marqué? C'est vrai, c'est la question que j'avais même envie de poser. Voilà, et c'est naturel. Mais ma réponse est toujours la même. Forcément. Et je dis, non, je peux pas te dire qu'il y a une histoire qui m'a marqué. Je peux te dire qu'il y en a 5, 10, 15, 20, je ne sais pas combien, parce que il y a des les raisons pour lesquelles une affaire peut marquer quelqu'un sont extrêmement nombreuses. Ça peut être le scénario du crime, oui. Ça peut être la personnalité de l'auteur, la personnalité de la victime, bien sûr, l'époque à laquelle ça s'est passé, l'état de la société à l'époque, etc., etc. Et donc, comme on me pose toujours la question, un jour, j'ai joué le jeu pour moi, et je me suis dit, j'ai pris une feuille blanche, et je me suis dit, bon, si je faisais une liste comme ça, quelles sont les histoires qui me reviennent spontanément à la mémoire? Donc ça veut dire forcément les histoires qui m'ont le plus marqué. Et je suis arrivé à 26. 26 voilà. Histoires qui sont aujourd'hui mises dans ce livre? Oui, exactement. Voilà. Donc ça s'appelle Mes archives criminelles. Oui, parce que je garde beaucoup, je garde mes notes, je les relis, etc. Enfin bon. Et ça, c'est issu finalement de ces années de recherche, d'investigation et d'échange, voilà, même exactement. Au travers de vos chroniques, de vos émissions, oui. qui ont été alimentées par des intervenants, oui, qui sont venus vous expliquer aussi. Sont toujours j'ai toujours voulu avoir des intervenants légitimes, oui. C'est-à-dire des enquêteurs, policiers ou gendarmes, des avocats, des magistrats, voire parfois, et souvent d'ailleurs, des familles de victimes, parce que les familles de victimes, elles prennent toujours perpète, quel que soit le verdict. Oui. Hein, bon. Et les gens souffrent doublement lorsque, ils ont perdu quelqu'un dans une affaire criminelle, et deux, quand ils ne savent pas ce qui s'est passé. Parce qu'il y a un certain nombre d'histoires, on appelle ça les cold cases, il y a un certain nombre d'histoires pour lesquelles on n'a pas la solution. Ou alors la solution intervient 10, 15, 20, 30 ans, voire plus après. Des fois même au hasard des évolutions des moyens techniques et scientifiques d'ailleurs. Bien sûr, absolument. Puisqu'on faisait référence à, si on reprend SK1, oui. C'était un petit peu aussi cette idée-là en fait. Oui, absolument. Et puis là, plus proche de nous dans l'actualité, il y a eu l'affaire qu'on a appelée du grêlé, par exemple. Oui, tout à fait. 35 ans. C'est qui est, on va dire, très étonnant. On se dit, oui. Mais comment est-ce possible d'être passé aussi longtemps à côté? Oui, mais en même temps, on a fini par ne pas passer à côté, parce que dans la chaîne policière et judiciaire, il y a des gens qui ont continué à chercher la vérité. Et ils ont fini par la trouver grâce à une juge d'instruction qui n'a jamais lâché l'affaire et qui, à un moment, a eu la dernière bonne idée d'enquête en disant c'est certainement quelqu'un qui est passé dans la gendarmerie ou dans la police, ou les deux d'ailleurs. Et, probablement, et c'était le cas. C'était les deux d'ailleurs. Voilà. Et en fait, elle a fait un travail de fourmi. Alors ça montre que dans la seule différence entre les émissions de radio ou de télévision ou les feuilletons sur les affaires criminelles et la réalité, c'est pas tellement ce que montrent ces documents, parce qu'en général, ce qu'ils montrent est vrai, oui. Mais c'est le fait qu'aucune affaire ne se résout en 52 minutes. Clairement pas. Voilà, ça serait magique et merveilleux, mais c'est pas le cas. Voilà. Et ce qui alimente aussi une notion de suspense, c'est ce qui fait aujourd'hui peut-être qu'on a un attrait pour le thriller, quelque part. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà.
Voilà. Et dans les intervenants que vous avez eu l'occasion de rencontrer, est-ce qu'il y en a qui vous ont vraiment marqué? Parce qu'on disait que vous avez eu Oui. des intervenants qui étaient des proches, qui étaient même des parents de victimes. Oui. Comment on arrive, parce que c'est une question qu'on peut se poser, là on inverse un peu les rôles pour le coup, mais Oui. comment on peut se poser par rapport à de l'émotion qui ressurgit comme ça de la part de ces intervenants? Parce que ça doit être une charge mentale et psychologique assez lourde. C'est vrai, mais en tant que journaliste, on a besoin, sinon on ne fait pas bien son métier, de prendre une certaine distance. Alors ça ne veut pas dire qu'on est insensible, Ouais. mais ça veut dire simplement qu'il ne faut pas se laisser submerger par l'émotion. C'est un petit peu, vous savez, moi je compare souvent notre métier, quand on s'intéresse aux affaires criminelles, au métier de chirurgien. Oui. Si le chirurgien ouvre un homme ou une femme pour lui sauver la vie, en fait, en général, pour qu'il aille mieux ou qu'elle aille mieux. Mais si ce médecin se met à pleurer à chaudes larmes parce qu'il a ouvert un... Bon, Oui, je c'est pas comprends. possible. Bien C'est pas sûr. possible. Donc voilà. On est obligé de garder une distance. Et les policiers, et les gendarmes, et les magistrats sont également des gens qui préservent un peu leur intimité Oui. et qui ne racontent pas sur les toits les émotions qu'ils vivent, bien sûr, parce que c'est des hommes et des femmes. Donc forcément, ils ont des émotions. Ils intériorisent, ils le gardent pour eux. Oui, absolument. Et pour protéger leurs proches aussi. Bien sûr. Parce que là, je raconte par exemple une histoire absolument épouvantable qui a marqué l'opinion. Hein, l'histoire du japonais cannibale de Paris. Ce jeune japonais qui étudie à la Sorbonne et qui va finir par, parce qu'il a des fantasmes de cannibalisme, il va finir par tuer et manger une malheureuse étudiante néerlandaise qui est à la Sorbonne avec lui. Et moi j'ai rencontré, quand j'ai raconté cette histoire, j'ai rencontré le chef d'enquête de la brigade criminelle qui s'appelle Jacques Poinas, que je cite dans le livre. Oui. Poinas et d'autres, hein, Olivier Foll, enfin toute la chaîne de policiers qui étaient en charge de cette affaire, personne n'en est sorti indemne parce que Poinas, il a vu les valises avec les restes découpés de cette malheureuse. Il a fait la perquisition chez lui. Ils ont trouvé dans le réfrigérateur des morceaux humains qui avaient été cuisinés. C'est glauque. Et préparés. C'est très glauque. Et ils n'ont pas comment dire... la police ne va pas aller proposer une aide psychologique à tous les enquêteurs. Non, et ces gens-là, le soir, après avoir vu ce qu'ils ont vu, constaté ce qu'ils ont constaté, ils rentrent chez eux. Ils ont une famille, ils ont des enfants. Ils ne peuvent pas se permettre de parler de cela parce que la charge émotionnelle serait trop lourde. Ils bousilleraient la vie de leurs proches. Évidemment. Donc ils sont obligés de garder ça pour eux. Alors ce qui fait que parfois... le public a l'impression que la justice est inhumaine, que les policiers sont trop froids, etc. Bah oui, forcément, bien sûr. Finalement, ça fait partie du profil de flic oui, bah oui. que d'être sur la retenue. Oui, ça fait partie de la feuille de route, quoi. C'est ça. Voilà. Et donc, je raconte des choses comme ça dans le livre, à travers un certain nombre d'enquêtes qui m'ont particulièrement marqué, quoi. Voilà. Et ça a été pendant un parcours, je regarde dans le temps, on remonte même sur les histoires très anciennes. Oui, alors, bon, dans le livre, il y a même des histoires auxquelles je n'ai pas pu, et pour cause. Alors pourquoi on en arrive justement à raconter des histoires comme ça auxquelles vous n'avez pas directement traité, mais c'est des histoires qui vous intéressaient vraiment? C'est des histoires qui m'ont intéressé et marqué, ouais. Parce qu'elles se sont passées dans des années où j'étais même pas né, mais qui témoignent, ces histoires, de l'évolution de la société ou de profils criminels particulièrement étranges, de étonnants. la police scientifique aussi, je crois. Oui, alors la police scientifique, c'est pas le thème de ce livre, mais bien sûr, j'aborde aussi la police scientifique, mais moins que dans d'autres ouvrages, parce que j'ai consacré un ouvrage complet à l'IRCGN, c'est-à-dire les experts de la gendarmerie, et là j'ai en préparation un livre sur l'avenir de la police scientifique. Ce qui sera très intéressant à lire. Voilà, donc ça c'est pour l'année prochaine. On le suivra avec plaisir. Celui-ci s'appelle Mes archives criminelles. Jacques Pradel, merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie parce que j'ai été
très très bien accueilli, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai. Ici à Perros-Guirec, non, c'était Eh bien, formidable. en tout cas, on est ravis de vous avoir Voilà. reçu, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mes archives criminelles, Jacques Pradel, à retrouver aux éditions Le Rocher. Merci à vous, Jacques Pradel.